nékros. Ah, Suis-moi bien. nékros. Nékros. Oui. La mort se prononce nékros. Le mot nékros vient du mot grec et nékros vient d'un autre mot encore qui s'appelle nécrus, qui veut dire cadavre. C'est ainsi que dans les Écritures anciennes, pour ne pas dire la Bible, comme ça je vais te passer la balle, dans la version grecque et dans la version aramienne, et en grec ancien, on déclare dans le livre de Matthieu 8, verset 22, Exact. Jésus lui répond, « Suis-moi et laisse tes nécros Enterrer. ensevelir leur nécros. » C'est bien ça. Autrement dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ah, bravo Roger. C'est ainsi qu'il a été donc conçu une cité pour les nécros. Nécropole. Ah, ça vient de là. Nécropolis. Donc, police et nécro. Oui. Donc, la cité construite pour les morts. Pour les morts. Waouh. Ah, mais aujourd'hui, je comprends, Jean-Claude. Ah bon, non, mais personnellement, j'avais pris quelques notes comme ça et ça augmente un peu le QI de certaines personnes. C'est très important. Donc, parce que on disait, redis-le encore, comme ça ils seront bien instruits. Matthieu dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Amen. Et de là, nous tirons l'expression nécropolis. Oui. Nécros pour mort et nécropolis pour cité des morts. Exactement. Donc, mais en tout cas, plusieurs ne le savaient pas. Je ne veux pas vouloir faire le connaisseur. Moi non plus, je ne connais pas. Alors, si je ne connaissais pas ça, oui. Nécropolis. Oui. Donc, c'est la cité des morts. Donc, c'est pour cela que les hommes n'habitent pas la cité des morts. Ah, ok. Sauf les sentinelles. Ouais. Alors, les hommes n'habitent pas la cité des morts. Les hommes ont leur cité, Roger Baka. C'est des vivants. Comment? Non, ça s'appelle métro. Ah, métropole. Police. Ok, donc c'est ça la différence. Voilà, c'est ça. Nécropolis, c'est la cité des morts. Mais métropolis, c'est la cité des vivants. Là où nous vivons, nous deux. Là où nous vivons, nous deux. Là où on vit tout le temps. Nous voulons rester ici. On va rester à Métropolis. Même si Poutine se fâche, nous on reste ici. Non, mais ceux qui veulent aller à Nécropolis, qu'ils y aillent, nous c'est Métropolis. Donc on va rester dans la cité. Et tu sais que la différence entre les deux cités, c'est que dans Métropolis, cité des vivants, il y a la culture, le commerce, l'art, c'est des conditions, c'est-à-dire que quand on avait... c'est ainsi qu'on peut dire que c'est une cité métropolitaine. Voilà. Il faut que ces conditions-là soient réunies. Soient réunies, et donc on faisait du commerce, on faisait la culture, on faisait l'art, et à partir du moment où ces trois éléments, économie, culture et politique, étaient rassemblés, on est donc en métropolis, la cité des vivants. Ok. Et en dehors de la cité des vivants, il y avait le nécropolis. La cité des morts. La cité des morts, d'où nécros. Très bien. As-tu pris d'autres notes ou bien il faut J'ai pris deux, trois petites notes pour conclure et après je vais expliquer. On va retourner dans les sujets puisqu'on y est d'ailleurs. On dit qu'il faut sortir de la ville pour aller en nécropolis. En nécropolis, oui, très loin. Hein? On le chasse très très loin. Il faut aller très loin. Dans le livre de Matthieu 22, la Bible déclare: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu de nécros. Le mot nécros, ça y est, Roger m'a compris le truc. Dieu n'est pas le Dieu des nécros. Il n'est pas le Dieu des morts. Voilà, Dieu n'est pas le Dieu des nécros. Voilà. Ainsi, et quand on lit dans le livre ancien toujours, et précisément dans le livre de Matthieu, Matthieu 17, Jésus dit: allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des nécros. Des nécros. Oh, c'est fabuleux. Tu aimes ça? J'aime ça, Jean-Claude. Merci, Roger. Il est sorti de la cité des morts. Ouais. Comme Lazare. Oui, il est sorti de la cité des morts. Wow. Dans la même lancée, on peut parler de grec. Et, donc, et pour venir sur la lumière surnaturelle, en grec, on dit du surnaturel, donc on parle de phos. Pour parler de la lumière surnaturelle. La lumière surnaturelle qui est différente donc de la lumière naturelle. Ouais. Donc c'est une lumière qui t'apporte le bonheur. En hébreu, on appelle ça Nehir. Nehir. Ok. N-E-H-I-Y-R. Ok, Nehir. Nehir. Ah, parce qu'il y a les H aspirés. Voilà. Donc ça, c'est la lumière surnaturelle. Dans l'araméen,
également, bon, l'hébreu... c'est pratiquement l'origine. C'est l'origine. Oui. Et dans l'expérience de la mort imminente, donc les gens disent, il est attiré par le Nehir. Voilà. Et cette lumière surnaturelle qui l'attire. Qui l'attire. Et cette lumière surnaturelle, c'est une lumière qui t'apporte le bonheur, la sérénité, le bien-être. Le sentiment d'une personne qui est rentrée chez soi. Le sentiment d'une personne qui est rentrée à la maison après plusieurs... pour le repos. C'est pourquoi ils ne veulent pas revenir, les morts. Hein? Non, ils ne veulent pas revenir quand on est attiré dans le Nehir. Oui. Le Nehir, c'est la lumière surnaturelle. Qui te donne le sentiment de paix, qui te donne de repos. Alors tu ne veux plus revenir. Certains ont voulu même tout abandonner dans l'expérience que tu viens de dire de plusieurs morts des États-Unis qui sont revenus. Ils ont failli tout abandonner. Oui, ils n'aiment pas revenir, en règle générale. Ils n'aiment pas revenir. Je reprends dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, 14. Je rappelle que tu es pasteur. Merci Roger. Ouais. Lève-toi du milieu des nécros, c'est-à-dire des morts. Les morts. Et le Christ t'éclairera de sa lumière. Non, de son Nehir. De son Nehir. Okay. Et le Christ t'éclairera de sa lumière surnaturelle. Voilà. Dans la tradition judéo-chrétienne, donc la lumière symbolise donc aussi le bonheur réservé aux justes. Très bien, juste passer l'expérience qu'ils vivent après la mort. Amen. Donc, mesdames et messieurs, nous avons parlé de la mort. Roger Baka, je suis sûr, mais on n'a pas fini. En tant qu'évangéliste... J'ai quelques 2-3 questions à te poser. Je veux y venir en tant qu'évangéliste, polémiste, pasteur, prophète. Roger Baka, je voulais prendre ce sujet, mesdames et messieurs, l'aborder différemment. Et quand j'ai dit à quelqu'un, je veux parler de la mort, il m'a dit... Tout le monde a peur. Ils ont peur. Même moi, quand tu m'as dit... On va traiter. J'ai dit, Jean-Claude, on parle de quoi? Oui. Tu m'as dit, la mort. J'ai dit, Jean-Claude, qui veut mourir? Non, mais on dit que personne ne veut mourir au Gébaka. Bah oui. Donc tout le monde veut vivre 120 ans puisque c'est une promesse divine. Tu n'as pas dit, il y a quelqu'un qui te pose la question. Oui. Mais toi, depuis le matin, tu ne fais que citer le nom des morts. Tu veux mourir ou quoi? Non, pas du tout. Roger Baka, je pense qu'à un moment donné, il faut affronter les choses pour en finir. Parlons de cela, affrontons. Oui. Tu as une culture tout à fait européenne que je salue, mais néanmoins, tu m'as parlé des gens qui préparent leur mort. Non, qui préparent leur après-mort. Bon, leur après-mort, la vie après la vie. Non, parce que Roger Baka, quand tu dis, nous, Africains, quand tu dis, il y a des gens qui préparent leur mort. Non, c'est-à-dire qu'il ne veut pas mourir, mais quelqu'un qui prépare la vie après sa vie. La vie après Comment sa vie. sera sa vie, son enterrement, machin. On dit, une personne qui ne peut pas organiser la vie après sa vie, c'est une personne égoïste. Dans la culture africaine, vous remarquerez que dans beaucoup de familles, dès que le parent meurt, on se retrouve dans une histoire incroyable. Mesdames et messieurs, on peut dire, je vais aller à Dubaï, je veux porter le sac Chanel, je veux ressembler à une blanche, je veux avoir les cheveux raides. Mais tu ne veux pas ressembler à une blanche, tu prends un décor. Le blanc est organisé. Nous, on n'est pas organisé. On a un problème. On a un problème de transmission patrimoniale. Le père qui ne sait pas préparer son départ, c'est un mauvais père. Je vous dis la vérité. Mes frères, vous m'écoutez. Moi, je suis père. Aujourd'hui, je prépare mon départ. Je sais que demain, je prie mes dispositions. S'il arrivait quoi que ce soit, que mes enfants, mes ayants droit n'aient pas à se disputer. Et on ne fait pas de testament en Afrique. Les gens occultent cela. Ce qui fait que des grandes familles avec des grandes fortunes, le jour où le père disparaît... C'est la débandade. Mais c'est une bagarre. C'est le chaos, c'est la bagarre. C'est une bagarre. Ça veut dire... Distribution automatique des coûts. Oui. Les oncles paternels se mêlent. Oui, mais parce que rien n'a été structuré. Mais si la personne avait prévu et avait fait une transmission patrimoniale, avait suivi le conseil d'un juriste pour dire, voilà, je veux préparer ça pour léguer à mes enfants. Du vivant, vous pouvez donner des noms à des biens sans le dire aux enfants. Très bien. Vous pouvez faire des transmissions sans le dire aux enfants. C'est-à-dire des dons légués aux enfants avec leur nom, mais ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Le jour où tu meurs, qu'il y a un légiste qui vient dire, ou un avocat, ou... Non, le notaire. Le notaire, oui. On va ouvrir donc le document. Il va dire, je suis maître un tel, je suis venu avec le document officiel, scellé par votre machin, et je viens vous donner lecture. Vous êtes convoqué. Vous êtes tous là, si. Oui, il vous donne lecture. Et tu ne peux rien faire, les documents sont là. C'est écrit, signé. Légalisé. Bien avant, ce n'est pas un truc qu'on a fabriqué. Chez nous, on fabrique. Oui. Il peut même aller choisir même un notaire en Europe. Par moment, il y a des gens qui ne fabriquent pas. Ils lisent une lettre que vous ne voyez pas. Non, Roger Baka.
Prenons les grandes familles. Oui. Rothschild, c'est un banquier. Et la famille Rothschild, ils ont commencé par faire des prêts. Je vous donne juste un petit cours d'histoire comme ça, pour qu'on Très bien, avance. indispensable pour la compréhension. Ils ont choisi 5 pays et c'était des prêteurs d'argent. Nous sommes à peu près au XIVe siècle. Ils prêtaient de l'argent. Ils ont prêté au roi. Ouais, ils en prêtaient et ils se sont dit, bon, puisque les gens venaient déposer quelque chose, on leur donnait l'argent, ils devaient revenir payer. Il a dit, dans ce cas-là, on a beaucoup de biens que les gens ont déposés en gage. Créons une banque. Très bien. C'est ainsi que cette famille allemande a créé une banque. Juive allemande, ils ont créé une banque, la banque Rothschild, la première. Oui. Et de l'Allemagne, ils sont partis donc en Angleterre. Ils ont prêté? Non, ils ont ouvert une banque en Angleterre. Un des fils allait tenir. Voilà. Ils ont ouvert une autre banque en France. Une autre branche en France. Un des fils est allé. Ils ont ouvert une autre banque aux États-Unis. OK. Et ainsi de suite. Ils se sont positionnés sur tous les continents. Tout à fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Rothschild, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est que le père a défini comment ça va se passer après sa mort. Et il a donné à chaque enfant son patrimoine. À chaque enfant, voilà, son patrimoine et un territoire où il va régner. Il a préparé la vie après sa vie. Il a préparé la vie après sa mort. Ce qui fait que, tu entends, je suis le Rothschild d'Angleterre, de la branche anglaise, je suis le Rothschild de la branche France, etc. etc. Ouais. Et ces familles-là, en fait, font partie d'une holding, d'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, le nom Rothschild perdure. Et donc, quand tu dis je suis de la banque Rothschild, on dit non, Macron était un employé de la banque Rothschild. Oui, il était employé là. Voilà, il se faisait 2 millions d'euros d'argent de poche. On n'a jamais voulu accepter ça. Non. Il a touché, avant d'être président, il a touché, il paraît qu'il touchait à peu près dans les 2 millions d'euros de salaire. Je parle de salaire, de salaire. À la fin du mois, il a total de l'année, c'est 2 millions. Honnêtement gagné. Oui, mais ces familles-là, semble-t-il, Jean-Claude Rothschild, ce sont des gens qui sont capables de créer un compte bancaire pour déposer un peu de sous. Ne me fais pas parler d'argent, je parle de succession, Roger. Oui, je parle de succession, apparemment. Tu es en train de m'amener sur... Je finis. Non, mais apparemment, ce sont des gens qui sont capables d'ouvrir un compte où ils déposent de l'argent pour préparer justement ces obsèques. Apparemment, j'aurais appris ça. Ouais, oui, c'est-à-dire ce qu'on appelle ça une convention obsèque. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas que les Rothschild, c'est que les Européens vont dans une compagnie d'assurance dire est-ce que vous avez une convention obsèque? C'est-à-dire que je voudrais verser une somme de X pour le jour où je suis décédé, cet argent-là, vous allez remettre un capital à mes enfants. Et vous allez vous organiser pour mes obsèques. Et dans la convention obsèque, il va aussi demander combien pour mon enterrement. On dit ça, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5. Tu choisis et tu dis voilà, je verse tous les mois pour arriver à la somme. Sur 24 mois, je paye tout. OK. Le jour où il décède, le cercueil était payé. Le caveau est payé, le marbre est payé, la cérémonie est payée, la musique symphonique, s'il avait... Il avait déjà préparé le paiement de la musique symphonique. La musique symphonique, la musique symphonique est payée, tout est payé. Chez nous, vous avez ce qu'on appelle le deuil surprise. Et Jean-Claude, il ne faut pas parler de ça. Le deuil surprise, ce qui fait que tout le monde se pose la main sur la tête, comment on va faire. Donc, oui. Il est mort. En fait, les gens pleurent. Pourquoi, Roger? C'est le moyen qu'il faut débourser après. Les gens pleurent en disant on ne sait pas comment on va faire. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu une planification. Notre problème, c'est un problème de planification. Le même problème de planification existe même pour les enfants. Mes frères, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de planification. Pourquoi est-ce que vous introduisez un homme dans le temps et vous ne planifiez rien pour sa vie? C'est-à-dire qu'un père responsable, dès qu'il dit à sa femme, fais-moi des gosses, oui, mais je te fais des gosses, mais comment tu vas payer l'université? Comment tu vas payer l'école? Comment tu vas payer l'école? Nous avons un problème de planification. Tout à fait. On veut 5 gosses. À l'époque, on voulait 5 gosses pour qu'ils nous payent notre retraite. Maintenant, le gosse ne te paye plus ta retraite. Non, il s'occupe de sa femme et de ses enfants. OK. Maintenant, quand tu fais 5 gosses, c'est qu'en fait, tu dois planifier l'avenir de cette personne.
l'homme ne prend aucune disposition. L'homme africain est quelqu'un qui aime l'aventure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des familles, le tribunal, n'est-ce pas? Il y a des personnalités célèbres qu'on va taire le nom pour ne pas parler d'eux, par respect. Okay? On ne cite pas les contemporains dans cette émission. Tu entends, la famille Intel est au tribunal pour un problème successoral. Le problème de succession, c'est plus ou moins 70% des problèmes que vous avez dans des tribunaux. Oui, mais pourquoi, Roger? Parce que la personne n'a jamais envisagé. Il a vécu comme s'il serait éternel. Tu sais que la reine d'Angleterre, on avait déjà prévu la cérémonie, la couleur du carrosse. C'est vrai. La liste des invités. Combien d'invités on va inviter? Elle le savait avant de mourir. Mais elle savait qu'on avait déjà prévu tout. C'est-à-dire combien d'invités on va inviter. S'il y a un cocktail, combien de personnes. Ils ont budgétisé, il y avait le budget bloqué, scellé quelque part pour dire on attend juste le moment. Big Ben est par terre. C'est son nom, son prénom. Ouais. Donc, Big Ben est par terre. Et c'est fini, on entre où le bridge s'est effondré, le pont. Le pont s'est effondré. Oui, je sais pas, ils disent toujours un mot comme ça. Il y avait un code qui disait que... Des expressions qui faisaient entendre une histoire liée à sa mort. Les invitations étaient déjà imprimées, il suffisait simplement de mettre les noms. Nous, on est dans... il faut qu'on débloque un budget. Il faut qu'on machin. Personne ne planifie rien. Pour la collecte. Oui, on fait la collecte et on se commence à demander, etc. Qui donnera quoi? Mais tu vois un grand chanteur comme ça, il meurt. La famille n'a pas d'argent pour organiser. C'est l'État qui doit faire ça. Oui, c'est que la personne n'a pas envisagé un instant. Jean-Claude qui reçoit un coup de fil à 17h. Oui, il faut contribuer. On est éprouvé. Oui. Ben, vous êtes éprouvé, mon frère. Je compatis mes condoléances. Non, c'est pas africain. Bon, c'est pas africain. Il faut venir. Donc tu viens au deuil apporter ta contribution. Mais bien sûr, quelqu'un est mort. Oui, mais nous vivons dans cette... Mais Roger Baka, est-ce que tu as vu qu'il y avait des gens qui ont enterré plusieurs oncles et plusieurs tantes? Mais... Je suis en deuil. Je suis en deuil. Ouais. Ils font inhumation, exhumation, enterrement. Oui, inhumation. Ce sont des raisons qu'il donnait. Oui. Pour essayer d'escamoter certaines choses, jusqu'à ce qu'il oublie qu'il avait déjà dit que son père était décédé. Ouais. Alors tellement il veut encore mentir, il dit cette fois-ci c'est mon père qui est mort. Mais la dernière fois c'était toujours ton père. Il dit non. Il y a un an. Ah non, il y a un an. Ouais. Ah non, ça c'était... C'était pas mon père. C'était pas mon père. C'était le père qui m'a élevé. Le père qui m'a élevé à côté de mon père. Oh là là. Jean-Claude. Oui, nous sommes dans je rentre dans la mort. Oui. Mais pourquoi généralement les gens qui sont morts, qui sont décédés, ne veulent pas parler de leur expérience qu'ils ont vécue chez le médecin? Pourquoi? L'Africain ne connaît pas le EMI. Comment? Ben, je viens d'en parler, ils vont découvrir. Certains m'ont dit oui, quand mon cœur s'est arrêté, j'ai fait ça, je fais ci, je fais mi. Excusez-moi Roger, la caméra peut venir sur toi le temps que... Oui, justement, parce que nous avons constaté, mesdames et messieurs, que généralement cette explication ne passe pas chez le médecin. Il a l'impression d'avoir quelqu'un qui a vécu une expérience post-traumatique et il lui dit mais c'est un traumatisme qui laisse mais apparemment des lésions au niveau du cerveau. Il donne des explications scientifiques et le médecin ne croit pas à ça. Non, aujourd'hui, maintenant, la médecine moderne commence à intégrer, puisqu'il y a eu plusieurs témoignages, et comment tu peux expliquer à quelqu'un ce qu'il était en train de faire pendant que ton cœur était arrêté? Ah bon? Oui, puisque tu as les yeux fermés. Oui. Ton cœur est arrêté. Il est sur toi, il travaille. Et tu vas lui raconter tout ce qui se passe dans la salle, tout ce que les gens se sont dit, tout ce que les gens... L'infirmier a fait tomber une seringue, un bistouri. Et curieusement, les infirmiers confirment qu'effectivement, ces choses se sont arrivées pendant que la personne était décédée. La personne était décédée. Mais comment a-t-il pu voir ça alors qu'il était décédé? L'âme a quitté le corps et vu à regarder tout ça. Quand tu as une personne qui dit... C'est dans beaucoup de films, hein, ça s'illustre beaucoup. Non, quand une personne dit quelque chose, c'est une personne. Quand deux personnes disent quelque chose, ça commence à être un peu sérieux. C'est sérieux, quand c'est trois. Quand c'est trois, il faut enquêter. Il faut enquêter. Donc, ce qui fait que aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, donc les scientifiques ont planché sur le dossier et ils ont recensé et répertorié 14 millions de personnes. C'est pas 2, c'est 14 millions de personnes qui ont vécu. 14 millions. Oui, qui ont vécu l'expérience de la mort imminente et qui disent la même chose et qui ont tous le même comportement après, plus ou moins approchant.
Parmi ceux qui disent la même chose, d'autres disent que c'est tellement bien que je voulais rester là où j'étais. Oui, je te dis que cette lumière t'amène tellement de paix. Et tu es même triste de revenir vis-à-vis. C'est pour ça que souvent, on donne aux gens des antidépresseurs. Quand ils reviennent d'une expérience de mort imminente, les personnes regrettent parce qu'ils étaient bien. Oui. Ils étaient tellement bien dans ce tunnel et dans cette lumière. Ils étaient tellement sereins. Ils étaient tellement... Ils expliquent que c'est une sensation inexpliquée de bien-être. C'est ce qui laisse entendre finalement que le meilleur endroit de vie dans le monde, c'est pas seulement la terre. C'est comme ça qu'ils disent. Ils se disent là où c'est meilleur que la terre. Mais disons que c'est près de Dieu. Donc, tu es dans le surnaturel. Alors, qu'est-ce qui les oblige finalement, nous tendons vers la fin, qu'est-ce qui les oblige finalement à vouloir... Ils ont un sentiment très avancé de vouloir toujours parler de cette... Vous le sentez qu'ils veulent parler? Ben, ils ont envie de parler parce qu'ils ont envie de dire ce qu'ils ont vécu. Bon, au départ, on a peur d'en parler pour ne pas passer pour quelqu'un de pas normal. Voilà. Et un jour, il se met à table, il commence à vous raconter. Et un jour, vous vous rendez compte que la personne peut même prédire l'avenir, voit certaines choses, a des dons de prophétie. Mais le blanc ne va pas te dire j'ai des dons de prophétie, il va dire je suis voyant. Ou alors, il va même pas, ou de médium. En fait, de personnes intermédiaires. Oui. Et en fait, en réalité, les gens ont peur de parler de cela. C'est maintenant que les langues se délient et les gens commencent à expliquer qu'ils ont vécu l'expérience de mort imminente. Et quand ils disent oui, j'ai fait ça, oui, j'ai connu ça, oui, j'ai connu ça, tous ceux qui ont eu un arrêt de cœur de plus de 3-4 minutes, et on est en train de chercher à les réanimer, et qui sont revenus à la vie, ont expérimenté le processus. Alors Jean-Claude Roger, si je dois poser une question qui était en dehors de tout, je voudrais quand même aujourd'hui que tu nous confirmes en tant qu'expert diététicien, qu'aujourd'hui tu confirmes que la mort, le grand pourcentage de la mort physique précoce vient généralement de notre style de vie. Ça vient généralement de notre style de vie. Ce que nous consommons, notre durée de vie. Je vous donne un exemple. Il y a des pays où les gens vivent beaucoup plus longtemps. Et pas vivent beaucoup plus longtemps, mais n'ont pas de problème cardiovasculaire le moins possible. Oui. C'est les pays où on mange le plus de poissons. Ah bon? Oui. Donc en Asie, les maladies cardiovasculaires sont moindres que dans certains continents, une partie du monde, où on mange beaucoup de viande et autres. Les Asiatiques mangent plus bio que nous, puisqu'ils mangent d'abord tout, mais ils mangent bio, beaucoup de légumes. Et ils mangent des aliments qui ne sont pas trop cuits. Nous, les Africains, nous mangeons l'aliment très cuit. Il faut savoir que quand c'est très cuit, nous allons perdre des vitamines. C'est-à-dire que quand vous amenez à cuisson un légume à plus de 120 degrés, vous avez cassé au moins 80% des vitamines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous donne... il y a un processus, une nouvelle cuisine qui s'appelle le wok. Okay. C'est une casserole qui est un peu courbée comme ça. Vous prenez le poivre, les oignons, le machin, vous mettez au wok, comme ça il y a une flamme. Vous saisissez en fait de chaleur et vous mangez. La carotte elle est un peu croustillante. Oui, le poivre, hein? Pas trop, pas trop cuit, pas trop. Oui, pas trop. Voilà. Ouais. Médium. Médium, voilà. C'est médium. Donc on dit que l'aliment est plus nutritif puisqu'il a gardé toutes ses propriétés. Trop cuire fait perdre les vitamines. Ça fait perdre des vitamines. Et pourtant, la cuisine congolaise, c'est beaucoup plus la cuisson, hein, oui. Jusqu'au fond, là. Oui. Il y a un type de poisson qu'on appelle ici un piodi. Oui. Quand tu les broutes au niveau de la tête avec le bruit que ça produit, mécaniquement, ça fait du bien, quoi. Jean-Claude Roger, merci, mesdames et messieurs. Je vais poser une dernière question parce que Jean-Claude va conclure. Il y a un médecin que tu as dit américain, Dr Moody, qui, en 1974, a écrit le premier livre sur le sujet, La vie après la vie. La vie après la vie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit sur Moody encore? Non, mais tu as cité, par rapport à l'expérience de ces gens qui vivent, tu as encore parlé du docteur Patrick Tellier, oui, qui a écrit L'expérience des morts imminentes. Oui. Son livre a été préfacé par l'évêque Bayonne. Oui, l'évêque de Bayonne, en France. Oui. L'évêque de la ville de Bayonne. Oui. Son livre a été préfacé par lui, c'est-à-dire qu'il a écrit et il a signé. Il a reconnu
alors que c'est un éminent évêque, n'est-ce pas, a reconnu qu'effectivement, dans la confession, dans le secret du confessionnal, il a entendu beaucoup de personnes. Donc ça devient authentique. Ouais, beaucoup de personnes venues lui parler du EMI, de l'expérience de la mort imminente. Beaucoup de personnes ont parlé de ça. Et donc, à partir de là, quand ce médecin est venu pour parler de son livre, il a dit, effectivement, nous avons beaucoup de témoignages dans ce sens sur l'expérience de la mort imminente. Donc, il a joint les témoignages des morts par rapport aux confessions que l'évêque avait. L'évêque a trouvé que ça concordait. Non, ce ne sont pas des morts. Ce sont des vivants qui ont connu l'expérience. Ils sont revenus à la vie, hein? Oui, parce que là, ils vivent maintenant, Jean-Claude. Ce sont des vivants. Ce sont des vivants. Ils sont passés par l'expérience de la mort. Et ils sont passés par l'expérience de la mort. Ils ne font pas partie encore des nécros. Non, ils font partie des métros, ceux qui sont dans les métropolites. Voilà. Métropolis. Les habitants de la cité. De la cité. Des vivants. Des vivants. Merci beaucoup, Jean-Claude Roger. Oui. En tout cas, j'ai appris, mesdames et messieurs, comme il est dit toujours, si tu passes une journée sans apprendre quelque chose, donc tu as passé ta journée inutilement. J'espère que vous avez beaucoup appris comme moi et je vous conseille toujours, lorsque vous voyez Jean-Claude Roger, mesdames et messieurs, prenez temps de pouvoir suivre l'émission jusqu'à la fin. Pour moi, c'était un bon moment sur la mort. Mais bien sûr que nous allons vivre encore longtemps sur la terre des vivants. Monsieur Roger Baka, si je peux résumer en quelques mots, nous avons vu ensemble que le mot nécros venait le mot mort venait du grec nécros. C'est ce que vous devez retenir. Le mot mort vient du grec ancien nécros. Et le mot nécros lui-même vient du mot nécrus, qui veut dire donc cadavre. On a remarqué également que dans la Bible, il y a eu plusieurs versets et plusieurs passages dans Matthieu 22, Matthieu 17. Il est question de nécros. Laisser les nécros enterrer leur nécros. Et également qu'il y a une cité, n'est-ce pas, qui est réservée aux nécros, qui s'appelle nécropolis, c'est-à-dire la cité des morts. Et qui est différent, n'est-ce pas, de métro, qui se dit métropolis, c'est-à-dire la cité des vivants. Métro, vivant, police, cité. Cité des vivants, métropolis. Donc, pour qu'on parle de métropolis, on a aussi remarqué qu'il fallait qu'il y ait une vie politique, culturelle, économique. Là, on est dans la cité, la métropolis. Et que donc, aujourd'hui, nous avons discuté de l'expérience de la mort imminente, que beaucoup de personnes sont passées par là. C'est à la suite d'un arrêt de cœur, d'accord, dans le processus de réanimation, la personne quitte le corps, va en substantation, peut voir tout ce qui se passe et est attirée par un halo de lumière. Et cet halo de lumière, on a dit que quand ils sont attirés par cette lumière dans un tunnel, à un moment donné, ils ressentent un bonheur. Ils vont jusqu'au processus. Au moment d'atteindre la lumière, clac, on l'a réanimé, c'est-à-dire le cœur est reparti. On a donc mis un coup de choc de défibrillateur. Donc le défibrillateur, donc c'est... Cardiaque. Ouais, c'est cardiaque. On lui donne un coup de choc de défibrillateur. La prochaine fois, je te parlerai de défibrillateur. Très important, Jean-Claude. Et parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le défibrillateur portatif. Donc, le défibrillateur portatif, que dans tous les endroits aujourd'hui en Europe, si tu n'as pas de défibrillateur, on te met une amende. Wow. Dans les supermarchés, dans les églises, dans les écoles, donc dans les malls. Si tu n'as pas, c'est une caisse où il y a le défibrillateur. Et aujourd'hui, il y a même des sociétés qui vendent pour les grandes personnalités les défibrillateurs privés. C'est-à-dire que quand tu es une autorité, ce n'est pas tout d'avoir la grosse Jeep. Non. Ok, si tu as la grosse Jeep et qu'à un moment donné, tu fais... c'est fini, la Jeep reste. La Jeep reste. Ça appartient à quelqu'un. Ok, mais si tu as, si tu as un défibrillateur, on ouvre ta chemise, on t'allonge sur le fauteuil arrière, et puis c'est un petit boîtier, on pose dessus, on appuie sur le bouton, ça te donne une impulsion cardiaque, le cœur repart. Donc, ils vendent des voitures équipées de défibrillateurs. Très bien. Donc, Roger Baka, on est en train de parler donc de l'expérience de la mort imminente, que c'est un sujet que nous ne connaissions pas et que j'ai voulu partager avec vous. Ce n'était pas la mort en tant que mort, mais c'était l'expérience de la mort imminente. Mais également qu'il faut retenir une chose, c'est qu'il faut prévoir son après sa mort. Tout à fait. Après sa mort. Le problème que nous, les Africains, nous n'aimons pas planifier l'après notre vie. On dit, quand je suis parti, je suis parti. Non, quand vous êtes parti, vous avez laissé les gens que vous aimez. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et le laisser... En difficulté.
se battre. Se battre. Vos enfants vont se battre parce que vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas planifié le jour où vous ne serez pas là. Le jour où je ne serai pas là, est-ce qu'ils vivront en paix? Est-ce qu'ils seront heureux? Est-ce qu'ils seront ensemble? Mesdames et messieurs, nous étions en compagnie de Roger Baka dans les rendez-vous du week-end. Merci beaucoup, Jean. J'ai eu le plaisir de le partager avec toi. Moi de même. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et nous sommes en train de préparer le nouveau cadre, le nouveau décor. Il est déjà en usine, en train de préparer. Et puis, on va pouvoir travailler dans de nouvelles conditions pour la nouvelle année. Et on aura peut-être beaucoup d'innovations. On ne parlera plus de Nécros. Non, 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 non. On parlera de Métropolis. Voilà. Hein, de Métropolite. Métropolis. Voilà. Et les gens ne vont pas mourir. Nous allons rester vivants. Vous le verrez de vos propres yeux. Amen. Vous vivrez et vous aurez une très, très, très longue vie. Si quelqu'un vous a prédit que vous allez mourir, c'est faux. Je déclare et décrète sur vous la longévité au nom de Jésus. Amen. Passez un bon week-end. Merci. Au revoir. La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous du week-end. Yakawa, tika nyonso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger.